L'invitation à la fête de remise des diplômes de Michel est arrivée à la fin du printemps. Elle était dans une enveloppe de couleur crème estampillée de lettres dorées et du nom d'un hôtel prestigieux. Cela ressemblait à un symbole de sa réussite. Pour être honnête, mon cœur a fait un bond. Le jour de la fête, j'ai choisi la robe la plus élégante que je possédais. J'ai bouclé mes cheveux un peu plus soigneusement que d'habitude, ajouté une touche douce de glamour à mon maquillage, et je me suis tenu devant le miroir. Quand Cathy a souri et a dit « Maman, tu es belle », j'ai failli pleurer. Le lieu était encore plus luxueux que je ne l'avais imaginé, une grande salle de banquet décorée de blanc et d'or, une musique élégante flottant dans l'air. C'était comme dans un film. À la réception, j'ai donné mon nom. La femme au bureau a vérifié la liste des invités, a légèrement penché la tête et a dit « Je suis désolé, mais je ne vois pas votre nom ». Je lui ai montré l'enveloppe. C'est mon invitation. Elle l'a prise avec hésitation et a recommencé à vérifier quand une voix a appelé derrière moi « Jessica, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis retourné et j'ai vu ma sœur et ma mère debout. Ma sœur semblait visiblement choquée, tandis que ma mère ne me regardait même pas et grimaçait. « Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai été invité à la fête de remise des diplômes de Michel, alors je suis venu. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Ton nom n'était pas sur la liste de la famille. Ceci n'est plus ta place. » La voix de ma mère était basse mais claire. C'était presque absurde, comme une blague cruelle. « Je suis de la famille, n'est-ce pas ?» ai-je dit doucement. Michel a eu un sourire sec. « Ton travail est terminé. Nous n'avons plus besoin de rien de toi. »« Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» ai-je demandé. Elle n'a même pas bronché. « Je veux dire que tu n'es plus nécessaire. Ceci n'est plus ta place. » J'ai senti mon cœur battre la chamade, mes doigts se glacer. Je luttais pour que mon esprit ne se vide pas. Comment peux-tu dire ça ? Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent n'était que quelque chose à cocher sur une liste ? C'est alors que ma mère, debout à côté de moi, a marmonné sous son souffle, « Tu as toujours été dépassée, Jessica. » Elle ne me regardait toujours pas, ses lèvres continuaient simplement de bouger. Que fait une cantinière dans un rassemblement de médecins ? Tu étais censé rester dans l'ombre pour nous. Venir ici comme ça, c'est risible. Je ne pouvais pas dire un mot. Ma gorge s'est resserrée et s'est fermée sans bruit. Dans mes mains se trouvait le cadeau que Cathy et moi avions choisi ensemble. Je l'ai serré si fort que mes mains tremblaient. « S'il te plaît, rentre juste à la maison. Cette robe bon marché est embarrassante. » À ces mots, j'ai eu l'impression que toute la pièce s'est tue. Je sentais tous les regards sur moi. Pour eux, Michel, ma mère, je n'étais pas de la famille. J'étais une étrangère. « Sécurité, veuillez escorter cette femme dehors. Elle ne devrait pas être ici. » Au mot de Michel, un homme en costume noir s'est approché. « Madame, je suis désolé, mais... » C'était comme un rêve. Mes pieds ne bougeaient pas. Tout ce que je venais d'entendre ne semblait pas réel, et mon esprit résonnait d'un silence creux. Pas même des larmes ne venaient, mais au fond de moi, quelque chose de froid et de lourd s'était enfoncé dans ma poitrine. Je comprends. Les mots sont finalement sortis, trop calmes, trop dénués de sentiments pour ressembler à ma propre voix. Je me suis tranquillement retourné. Je n'ai pas levé les yeux. Je n'ai même pas redressé le dos. J'ai simplement commencé à marcher, si lentement que je n'entendais même pas mes propres pas. Le poids de leur regard me transperçait le dos, mais je ne pouvais pas me résoudre à lever les yeux. Je me suis concentré uniquement sur le fait de quitter la salle sans dire un mot. Même dehors, mon cœur ne se sentait pas plus léger. Je ne pouvais pas me résoudre à rentrer directement chez moi. Au lieu de cela, j'ai erré dans le hall de l'hôtel et me suis assise dans un coin du salon. Le coussin sous moi a absorbé mon poids, mais mon esprit tournait toujours avec les mots que je venais d'entendre. « Ton travail est terminé. Tu n'as pas ta place ici. » Dépassé. Mes doigts tremblaient en tenant mon téléphone. À l'intérieur de moi, une colère et un chagrin silencieux mais brûlants ont commencé à bouillonner. Les sentiments que j'avais enfouis si longtemps changeaient lentement, indubitablement, quelque chose en moi. Avec le recul, je pense que tout a commencé ce jour-là, le jour où j'ai décidé de soutenir le rêve de Michel. Je m'appelle Jessica Laurence. Je me lève à 4h30 chaque matin pour travailler à la cafétéria d'une école élémentaire publique. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'était délicieux, rend tout ça utile. Un jour, ma mère m'a dit « Michel veut devenir médecin.
Michel est ma sœur cadette, en fait, 10 ans de moins. Et quand j'ai déménagé, elle n'était encore qu'une petite fille à l'école élémentaire. Elle était toujours une fille rêveuse, prudente, alors quand elle a déclaré vouloir étudier la médecine, je me suis senti fier. Mais la réalité était dure. Ma mère a soupiré. Pas avec mes revenus, c'est impossible. Je me suis assise en silence au téléphone, regardant mon café froid. Je voulais que cette fille poursuive un rêve que je n'avais jamais pu réaliser. Je paierai les frais de scolarité, je me suis entendu dire. Bien que je travaillais à temps plein, mon mari Nicolas dirigeait une entreprise immobilière, et nous dépendions fortement de ses revenus. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise, alors j'ai décidé de payer les frais de scolarité de Michel, $8 000 par an. Je n'ai rien demandé en retour. Regarder Michel poursuivre son rêve de devenir médecin me suffisait. Environ 6 mois après le début de ses études universitaires, elle m'a appelé un jour. C'est difficile de s'en sortir avec les bourses seules. La voix de Michel semblait incertaine, presque anxieuse, et je l'ai crue sans hésiter. J'ai simplement supposé que les études de médecine étaient plus chères que je ne l'avais imaginé, charges, épicerie, transport, manuel. Et avec un programme aussi exigeant, elle n'avait probablement pas le temps de travailler à temps partiel. Pensant que cela pourrait lui donner la tranquillité d'esprit, j'ai commencé à lui envoyer des frais de subsistance. Au début, c'était environ $300 par mois, mais cela a progressivement augmenté jusqu'à ce que je lui transfère plus de $1 000 par mois. Je n'ai jamais dit un mot. D'une certaine manière, je pense que je trouvais du réconfort à être quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Mais au moment où j'ai réalisé que tout avait été un acte, quelque chose en moi s'est brisé. C'est arrivé pendant une pause au travail, quand une collègue regardait les réseaux sociaux. « N'est-ce pas ta sœur ?» a-t-elle demandé, tournant son téléphone vers moi. Sur l'écran se trouvait Michel portant une robe de cocktail glamour, souriant dans un restaurant luxueux de la ville. Sur la table se trouvaient des sacs de shopping qui semblaient être de marques de créateurs, et les légendes disaient des choses comme « Je me fais plaisir aujourd'hui » et rien de tel qu'un complexe pour se détendre. J'ai figé. En faisant défiler plus loin, j'ai vu des complexes avec piscine, des soins de spa, de la haute couture, un flot incessant de luxe. Il n'y avait aucun signe de difficulté financière. En fait, elle semblait vivre de manière bien plus somptueuse et libre que moi. Tout en prétendant avoir du mal, Michel vivait comme ça depuis tout ce temps. L'argent que j'avais économisé en sautant des choses pour mon propre enfant ou les vêtements de Cathy, les petites indulgences avaient servi à financer le style de vie de Michel. Et cette pensée m'a donné la chair de poule. Mais le coup de grâce est arrivé le jour de l'anniversaire de Cathy. Quand elle a eu 7 ans, j'ai organisé une petite fête à la maison. Nous avons invité ses amis, préparé un gâteau maison et décoré la maison avec des couleurs vives. C'était censé être une journée familiale heureuse. La seule raison pour laquelle j'ai pensé à inviter Michel était que je voulais voir l'expression de joie sur le visage de Cathy. Mais Michel a balayé ça du revers de la main. J'ai une conférence médicale ce jour-là. Je ne peux vraiment pas la rater. Je l'ai cru et j'ai dit à Cathy, c'est bon, elle est juste très occupée. Cathy a semblé un peu déçue mais a quand même réussi un petit sourire comme si elle essayait de me rassurer à la place. Mais quelques jours plus tard, j'ai ouvert les réseaux sociaux sans réfléchir et j'ai figé. Il y avait Michel souriant sur une plage avec un verre de champagne à la main. La photo était marquée de choses comme ambiance week-end et bien méritée. Elle a pris un selfie avec l'océan derrière elle, pleine de confiance. À ce moment-là, le téléphone dans ma main a semblé insupportablement lourd. Quelques jours plus tôt, Michel m'avait dit qu'elle était trop occupée par une conférence médicale pour venir à la fête d'anniversaire que j'avais prévue pour ma fille. Mais la vérité était complètement différente. Elle n'était allée à aucune conférence. Elle faisait la fête dans un complexe balnéaire avec ses amis. Cette prise de conscience m'a transpercé. Toutes les émotions que j'avais réprimées ont soudainement éclaté. Malgré tout ce que j'avais fait, payer les frais de scolarité, envoyer de l'argent où elle ne m'avait jamais dit merci du fond du cœur. Mais pire encore, ce que je ne pouvais pas pardonner, c'était son mépris total pour Cathy. Même si elle ne pouvait pas venir, de simples excuses, un message, n'importe quoi aurait signifié quelque chose. Au lieu de cela, elle a menti et est partie dans un complexe sans un mot ni un cadeau pour la nièce qui avait hâte de la voir. Cette trahison a fait le plus mal. Et même dans ce cas, étais-je censé rester silencieuse ? Pour Michel, j'étais juste un distributeur automatique,
une source intarissable d'argent dans laquelle elle pouvait puiser sans culpabilité quand elle le voulait, quelqu'un qu'elle pouvait trahir sans hésitation. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Dans le silence de notre chambre, je me suis allongé fixant le plafond, écoutant mon mari et ma fille respirer à côté de moi, réalisant que tout ce en quoi j'avais cru était un mensonge. C'était une sorte de perte que je ne pouvais même pas exprimer avec des mots. Mais sous cette perte, une nouvelle émotion s'est agitée. Je n'avais jamais rien demandé, pas même de la gratitude. La réussite de Michel avait été ma fierté. Mais devais-je rester silencieuse même lorsque le respect élémentaire avait été bafoué? Alors que je me posais cette question, les mots sont venus doucement, c'est terminé. J'ai été surprise de la façon dont je me sentais calme. C'était comme se réveiller d'un long sommeil. Je suis la mère de Cathy. Je suis la femme de Nicolas. Et plus que tout, je suis une personne avec ma propre vie. Je ne suis pas né pour être le sacrifice de quelqu'un d'autre. Mon temps, mes sentiments, ma vie ce ne sont pas juste des ressources pour que d'autres les utilisent. J'en ai fait plus qu'assez. Et c'est pourquoi j'ai décidé qu'il était temps de leur montrer la vérité et de les tenir responsables. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas de déchaîner ma colère. Pour moi, c'était juste un règlement de compte, une mise au point longtemps attendue des rôles et des sentiments qui avaient été brouillés et ignorés pendant des années. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge murale du salon, 19h52. La fête devait encore battre son plein. J'imaginais Michel et ma mère acceptant fièrement les félicitations, comme si je n'avais jamais existé. J'ai pris une petite respiration et j'ai chuchoté à moi-même, il est temps de dire la vérité. Tranquillement, mais avec conviction, je me suis levé et je suis retourné vers la salle de bal. Après être sorti de l'ascenseur, j'ai de nouveau poussé les portes dorées. À l'intérieur, un discours était en cours. Un homme que je supposais être le conseiller de Michel était sur scène, la félicitant comme une future leader dans le domaine de la médecine. Michel se tenait à côté de lui, calme et posé. Elle semblait une personne complètement différente de celle qui m'avait dit froidement, « Ton rôle est terminé ». Je me suis approché du maître de cérémonie et j'ai parlé doucement, « Puis-je dire quelques mots ?» Juste pendant quelques minutes. Il a eu l'air surpris, mais je n'ai pas manqué la légère lueur de compréhension dans son expression. Alors que le micro m'était tendu, un murmure s'est répandu dans la salle, mais je n'avais pas peur. J'ai marché calmement vers la scène, me suis tenu sous les projecteurs et j'ai fait face à la foule. Bonsoir. Je suis Jessica, la sœur aînée de Michel. Je suis venue ici aujourd'hui pour célébrer ses réalisations. Mon ton était ordinaire, presque chaleureux. Je pouvais sentir la tension dans la pièce se relâcher légèrement. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fiers de Michel. J'étais l'une de ces personnes aussi. Mais il y a des choses que vous méritez de savoir. J'ai choisi mes mots avec soin. Les frais de scolarité de Michel, 8 000 $ par an, étaient plus que ce que notre mère pouvait se permettre. Alors je les ai payés, chaque année. La pièce est devenue silencieuse. Elle m'a dit que les bourses ne suffisaient pas pour vivre, alors j'ai envoyé de l'argent chaque mois. Mais la vérité est que cet argent a été dépensé en vacances dans des complexes et en articles de marque. Michel a essayé de crier quelque chose depuis l'arrière, mais ma voix à travers le micro a supplanté la sienne. Je suis marié, j'ai un enfant, et malgré tout, nous avons réduit notre propre vie pour la soutenir. Je n'ai pas seulement couvert ses frais de scolarité, j'ai aussi repris l'hypothèque de notre maison familiale. Sans moi, elle n'aurait pas eu la vie qu'elle mène aujourd'hui. J'ai balayé la foule du regard. Leur visage était un mélange de choc et d'incrédulité. Les joues de Michel étaient écarlates. Ma mère était devenue pâle. Pourtant, je n'ai jamais rien demandé en retour. Parce que nous étions une famille. Parce que je voulais qu'elle vive son rêve. Ma voix a vacillé un bref instant, mais j'ai continué. Et pourtant, aujourd'hui, ma sœur et ma mère m'ont dit, ton rôle est terminé. Tu n'as pas ta place ici. Elles m'ont fait expulser du lieu. La pièce a retenu son souffle. Je voulais que cette journée soit une célébration de sa réussite. Mais maintenant, je la revendique comme le jour où je reprends ma propre vie. Avant de quitter la scène, j'ai ajouté une dernière chose. Si me tenir ici fait de moi quelqu'un qui n'est pas à sa place, qu'il en soit ainsi. Mais celle qui doit vraiment reconsidérer sa place, ce n'est pas moi. J'ai rendu le micro au maître de cérémonie. Je n'ai pas attendu les applaudissements. Je ne cherchais pas d'éloge.
J'ai simplement laissé la vérité derrière moi et je suis parti. En dehors de l'hôtel, j'ai ressenti une étrange légèreté dans ma poitrine, comme si j'avais enfin déposé un fardeau que je portais depuis des années. Cette nuit-là, quand je suis rentré à la maison, Cathy m'a accueilli avec un air endormi. Bon retour, maman. À sa voix, je me suis enfin laissé pleurer. Après qu'elle se soit endormie, je me suis assise dans le salon avec Nicolas, et j'ai finalement parlé. Aujourd'hui, elles m'ont dit que mon travail était terminé. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé à la fête. Il a écouté silencieusement jusqu'à ce que j'ai terminé, puis il a soupiré profondément. Je craignais que tu ne donnes trop, que tu ne te brises pour les soutenir. J'ai secoué la tête. Quand Michel est entré à la faculté de médecine, il n'y avait pas d'argent. J'étais la seule à pouvoir payer, alors j'ai pensé que c'était juste ce que je devais faire. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse froide devant moi. Après tout ce que j'ai fait, pourquoi m'ont-elles dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il a doucement posé sa main sur la mienne. Tu n'as rien fait de mal. On a profité de toi parce que tu es gentille, parce que tu pensais qu'être de la famille signifiait que tu devais tout porter. Mais maintenant, c'est acceptable de tracer la ligne. Ces mots ont pénétré en moi. Je savais que je devais changer. Il ne suffisait pas de leur jeter des émotions à la figure. Ce dont j'avais besoin, c'était d'action, de quelque chose de réel. Le lendemain, j'ai dit à Nicolas, je vais prendre des mesures formelles concernant la maison. Je vais parler à un avocat et commencer la procédure d'expulsion. Il a simplement hoché la tête et m'a tenu la main. J'ai tout vu, Jessica. Il est temps de tourner la page, correctement. Pour la première fois, ces mots m'ont fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le confort de savoir que je n'étais pas seul. Ce week-end-là, j'ai visité un cabinet d'avocats. Calmement, méthodiquement, j'ai soumis tous les relevés financiers, les documents hypothécaires et les documents légaux confirmant ma propriété et mes droits d'utilisation. Après avoir écouté attentivement, l'avocat a hoché la tête. Légalement, la propriété est à votre nom. Vous avez tous les droits de demander à votre famille de quitter les lieux. Nous commencerons par un avis certifié. S'il ne se conforme pas, nous procéderons à une expulsion légale. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté et je suis entré dans la vieille boulangerie que je fréquentais quand j'étais adolescente, à l'époque où c'est moi qui cuisinais et faisais le ménage dans cette maison. Cette petite boutique avait été ma seule échappatoire. La chaude odeur du beurre et du pain fraîchement cuit a résonné comme un doux murmure du passé, tu as bien fait. Quelques jours plus tard, la lettre recommandée a été livrée. La réponse est venue rapidement. De l'autre bout du fil est venue la voix furieuse de ma mère. Qu'est-ce que tu penses, nous dire de déménager maintenant? Nous vivons dans cette maison depuis des années. J'ai répondu d'une voix ferme, te souviens-tu de qui a payé l'hypothèque depuis le décès de papa? Cette maison est à mon nom. J'ai porté cette responsabilité tout ce temps. Mais plus maintenant. Il n'y a eu aucune gratitude, aucun respect. Je n'ai aucune raison de continuer à maintenir cette relation. Alors tu abandonnes juste ta famille. Je pensais que la famille signifiait un soutien mutuel, pas qu'une personne se sacrifie sans fin. Je ne suis pas une marionnette dont le seul but est de soutenir les autres. Il est temps que je commence à me protéger. J'ai fait une pause un instant, puis j'ai ajouté doucement, et d'ailleurs, tu n'as pas dit que mon rôle était terminé? Si c'est vrai, alors peut-être que Michel peut vous aider maintenant. Elle est une médecin accomplie, après tout, n'est-ce pas? Quelques secondes de silence, puis l'appel a été coupé sans un mot. Une semaine plus tard, mon avocat m'a informé, si la maison n'est pas évacuée d'ici la date limite, nous déposerons une demande d'expulsion formelle. Je n'ai pas hésité. J'en avais assez de laisser les émotions dicter mes décisions. Je ne voulais pas d'une bataille judiciaire dramatique. J'ai avancé calmement, pas à pas, en me basant sur les faits. J'ai choisi de clore ce chapitre non pas avec des sentiments, mais avec des actions et des preuves, après des années d'être guidé par l'émotion. Et le jour de la date limite d'expulsion, je suis retourné à la maison. Elle était vide. La procédure d'expulsion terminée et le litige juridique sur le titre de propriété enfin réglé, la paix, une paix véritable, légitime, était enfin revenue dans ma vie. Mais pas paisiblement. Dans les espaces laissés derrière, les souvenirs se sont glissés, les regrets ont chuchoté. Mais je ne voulais pas m'arrêter. Je voulais que ces années passées à soutenir les autres,
ces années où on m'a fait me sentir sans valeur, signifient quelque chose. Je ne voulais pas finir comme la sœur qui a été utilisée. Je voulais réécrire cette histoire. C'est alors, de retour à la cuisine de l'école, que j'ai entendu une conversation entre deux collègues. Mon fils s'en sort bien à l'école, mais l'université, je ne sais pas. Les frais de scolarité sont tout simplement hors de portée. C'était Gina, la femme toujours souriante avec qui je travaillais. Même avec les bourses, ça couvre à peine quelque chose. Nous n'avons qu'un enfant et pourtant, c'est terrifiant. Une autre femme a répondu, j'aimerais juste que les enfants qui travaillent dur aient une vraie chance. Leurs mots m'ont figé sur place, la louche à la main. Cette nuit-là, j'ai commencé à écrire dans un cahier, pensées, idées, besoins. Les enfants qui n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité en raison de leur situation familiale. Les enfants avec du potentiel, quelle que soit leur origine. Ceux qui travaillent tranquillement sans que personne ne les remarque. En écrivant, j'ai réalisé que ce n'était pas à propos de Michel. C'était à propos de moi, la fille que j'étais autrefois. Et c'est ainsi qu'est née l'idée du fonds de soutien à l'éducation Jessica Lawrence. Le lancer comme une organisation à but non lucratif officiel nécessitait des fonds, des formalités administratives, mais j'avais du soutien maintenant. Nicolas a aidé avec les aspects juridiques et m'a offert une partie de son bureau immobilier comme espace de départ. C'était une pièce tranquille, ensoleillée, et elle est devenue la base de quelque chose de nouveau. Un jour, alors que nous travaillions sur les dossiers, notre conseiller juridique a dit, « Jessica, vos expériences, ce ne sont pas des cicatrices. Ce sont votre force. Le soutien qui vient d'une réalité vécue, c'est ce qui résonne. » Ces mots m'ont soulevé. Je n'attendais plus d'être aidé. J'étais devenu quelqu'un qui donnait de l'aide. 6 mois après le lancement de la fondation, nous avons organisé notre première cérémonie de bourse. Nous avons sélectionné 3 étudiants du lycée public local. Tous venaient de milieux difficiles. Tous avaient de bons résultats et des rêves. Ils pouvaient parler clairement et avec confiance. Leurs familles ont été invitées à l'événement. Une mère a pleuré en répétant « Merci, merci beaucoup ». J'ai doucement posé une main sur son épaule. « C'est bon. Votre enfant a du potentiel, et j'y ai toujours cru. » Sur le chemin du retour, Cathy m'a serré la main fort. « Maman, tu étais si cool aujourd'hui. Quand je serai grande, je veux être exactement comme toi. » Ces mots m'ont fait commencer à être fier du chemin que j'avais choisi. Puis un jour, une pile de lettres est arrivée au bureau. Grâce à vous, j'ai pu aller à l'université. Sans la bourse, je n'y serais pas arrivé. Vraiment, merci. Maintenant, je veux aussi être quelqu'un qui aide les autres. Chaque lettre était remplie de gratitude tremblante. L'écriture était maladroite, mais honnête, sincère. Je les ai serrées contre ma poitrine et j'ai fermé les yeux. Je n'ai jamais commencé ça en espérant être remboursé. Et pourtant, savoir que mes choix avaient apporté de la lumière dans la vie de quelqu'un d'autre m'a rempli d'une joie tranquille. Même après avoir été brisé par les mots de Michel et de ma mère, j'étais heureuse d'avoir choisi de me relever. J'avais avancé, me faisant confiance, et maintenant je savais sans aucun doute que c'était le bon chemin. Après que Michel et ma mère aient déménagé, je n'ai jamais su où elles étaient allées. Des rumeurs disaient que Michel avait eu du mal avec la dure réalité de la formation médicale et avait finalement abandonné. Maintenant, j'entendais dire qu'elle travaillait de nuit juste pour s'en sortir. Ma mère, au lieu d'offrir son soutien, l'aurait sévèrement réprimandée, la blâmant d'être faible, jusqu'à ce qu'elles finissent par se séparer. Mais même en entendant ces histoires, je ne ressentais rien. Leurs vies actuelles n'étaient que le résultat des choix qu'elles avaient faits. Autrefois, nous aurions pu être de la famille, mais maintenant, quel que soit le chemin qu'elles empruntent, il ne croisera plus jamais le mien. Parce que ma vie, elle avait enfin commencé à avancer. Dans un parc ensoleillé, Nicolas et Cathy riaient ensemble, assis sur un banc. Je regardais les arbres se balancer doucement dans la brise et écoutais le son de leur voix. Cathy courait dans l'herbe, légère comme le printemps lui-même, et le simple fait de la regarder remplissait mon cœur. Quelque part en cours de route, cette paix était devenue ma nouvelle normalité. Je ne vivais plus dans la peur de quiconque, plus à la merci des besoins de quelqu'un d'autre. Je passais chaque jour non pas comme le sacrifice de quelqu'un, mais comme une femme marchant dans sa propre vérité, avec la famille qui comptait vraiment. Nicolas restait aussi gentil que jamais. Il ne parlait jamais en grandes déclarations, mais dans son regard silencieux,
je voyais toujours de la compréhension et de la confiance en moi. Je suis fier de toi pour avoir trouvé ton propre chemin, m'a-t-il dit un jour. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Cathy a 10 ans maintenant. Elle choisit ses journées avec sa propre volonté, rit librement avec ses amis, lit les livres qu'elle aime et exprime ses rêves à voix haute avec des yeux brillants. Elle est la fille libre et rayonnante que j'avais autrefois seulement souhaité pouvoir être. Et dans mon cœur, je savais que couper les liens avec ma mère et ma sœur avait été la bonne décision. Le travail de notre organisation à but non lucratif s'était depuis étendu au-delà de l'État, et l'année prochaine, un nouveau programme de bourse devait être lancé. Nous aidions plus d'enfants, notre personnel grandissait, et j'apprenais encore chaque jour. Peu importe à quel point nous nous développions, le cœur de mon cœur ne vacillait jamais, croire en l'avenir de quelqu'un. Cette croyance était devenue le but de ma vie. Soudain, Cathy a couru vers moi avec un sourire éclatant. « Maman, regarde » a-t-elle appelé, agitant sa petite main. Je me suis levé lentement et j'ai ouvert grand les bras. Elle a couru droit dedans, et je l'ai rattrapée de toutes mes forces. « Tu as fait un travail incroyable » ai-je chuchoté en la serrant fort. Dans mes bras se trouvait tout ce pourquoi j'avais tant lutté pour protéger. Un avenir qui valait chaque souffle. Il ne me serait plus jamais volé, plus jamais bafoué. Je vivais maintenant, non pas seul, mais entouré d'une famille qui me voyait, dans une communauté qui avait vraiment besoin de moi. J'avais appris à valoriser les liens du cœur plutôt que ceux du sang. Je ne suis plus seulement la cantinière. Je ne m'arrête pas à soutenir les autres. J'avance en les rendant autonomes. Je vis ma vie.